le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, donc il y a plusieurs formules, est avec nous. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que vous étiez en déplacement et c'est gentil de passer quelques minutes avec nous pour parler de tourisme et puis aussi d'accessibilité des structures d'hôtellerie de plein air. Est-ce que vous pouvez nous dresser déjà le portrait de ce que c'est que l'hôtellerie de plein air et le volume que ça représente à l'échelle nationale ? Non, mais vous aviez bien résumé les choses au début en parlant de camping. C'est vrai que tout peut se résumer par le vocable camping, en sachant que le camping n'a cessé d'évoluer au cours des dernières décennies et que certes il y a les tentes, il y a les caravanes, il y a les camping-cars, mais il y a aussi les mobil-homes, les chalets, les roulottes. Et c'est vrai que c'est une spécialité nationale, le camping, puisqu'on est le premier mode d'hébergement en capacité d'accueil en France, également en fréquentation pendant l'été. On est le mode d'hébergement en réalité préféré des Français. C'est chez nous qu'en hébergement collectif, le plus de Français passent leurs vacances d'été notamment. Et notre particularité, c'est que nous sommes le mode d'hébergement le plus social aussi, celui qui accueille la plus grande diversité de population, les familles bien sûr, mais également les retraités, les jeunes, les groupes d'enfants encadrés, également les jeunes adultes qui viennent pour leur première expérience de vacances en couple, et donc les personnes en situation de handicap que nous accueillons bien sûr aussi avec plaisir. Alors, on a bien compris le périmètre que vous, entre guillemets, gérez ou en tous les cas présidez. Ces campings-là, aujourd'hui, on parle spécifiquement de handicap. Aujourd'hui, je suis en situation de handicap, je me dis, je prépare mes vacances, je vais aller en camping. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si le camping peut m'accueillir? D'abord dans un hébergement, oui, mais aussi dans toutes les activités du camping. Alors vous savez qu'au cours des dernières années, dans les campings comme dans les autres modes d'hébergement touristique, on a fait un grand bout de chemin depuis la loi de 2005 notamment, qui nous a obligés à nous mettre en accessibilité, puisqu'il y avait des grands progrès à faire il y a une quinzaine d'années. On avait jusqu'en 2015 pour se mettre en accessibilité, et comme c'était un peu compliqué, en particulier dans les campings, puisque nous sommes des objets complexes d'une part, et puis on occupe des espaces particulièrement privilégiés. Vous savez, des campings dans des dunes, en bord de plage, en bord de rivière, en montagne, donc la mise en accessibilité est un peu compliquée. Pour nous, comme pour d'autres, l'État a inventé des solutions intelligentes permettant de nous donner quelques petits temps supplémentaires pour arriver à trouver des solutions, à travers notamment les agendas d'accessibilité programmés. Mais pour la plupart des campings, la mise en accessibilité s'est terminée à la fin 2018, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous surfez sur le site d'un camping, vous allez trouver des emplacements accessibles quand vous plantez votre tente ou vous venez avec votre caravane, mais également des hébergements accessibles, puisqu'on a l'obligation d'avoir des hébergements accessibles dans les campings. Donc vous trouverez forcément un hébergement locatif, c'est-à-dire un hébergement que vous louez sur place, vous ne venez pas avec votre propre matériel, accessible. Et puis la logique de la loi sur l'accessibilité de 2005, c'est que toutes les prestations soient accessibles. Alors si vous avez 3 billards par exemple, les 3 n'ont pas l'obligation d'être accessibles, mais vous devez avoir au moins un billard accessible sur les 3. Et c'est la même logique pour l'ensemble des prestations que propose le camping. Alors moi j'avais une petite question. Je viens avec mes enfants. Mes enfants sont en situation de handicap. Il y a un petit club dans le camping, et ce petit club d'enfants, est-ce que mes enfants, j'ai un enfant qui a une trisomie 21 ou un enfant qui a avec de l'autisme. Est-ce que le petit club est aussi accessible dans le sens va pouvoir aussi accueillir, faire des activités avec mon enfant, ou est-ce que ce n'est pas encore, je dirais, tout à fait dans l'air du temps? Alors, c'est une très bonne question qui est un petit peu technique. En réalité, on a eu l'obligation de se mettre en accessibilité, surtout sur les équipements. Mais il est vrai que, en fonction du type de handicap, on travaille évidemment sur les 4, cognitif, auditif, moteur et puis visuel. Mais sur des handicaps particuliers, on aurait plutôt tendance à conseiller de se rapprocher de campings qui s'en sont fait une spécialité. Je pense notamment aux campings qui sont labellisés tourisme handicap. Parce que la réalité, c'est que dans la mise en accessibilité des campings, on a l'obligation de sensibiliser nos personnels à la mise en accessibilité, à l'accueil des clients handicapés, quel que soit le type de handicap. Mais c'est vrai que dans un camping un peu généraliste qui ne s'est pas fait une spécialité de l'accueil des personnes handicapées, comme ceux qui sont labellisés tourisme handicap, c'est vrai qu'ils vont faire le maximum, mais ils vont peut-être pas être aussi pointus
que dans un camping qui sont en effet, encore une fois, une marque de fabrique, une spécialité, et c'est le cas notamment de ceux qui sont labellisés Tourisme et Handicap. Et je vous conseille d'aller d'ailleurs sur le site Tourisme et Handicap où vous trouverez des campings vraiment adaptés à certaines particularités. Et il y en a beaucoup de ces campings-là qui sont labellisés Tourisme et Handicap, à votre connaissance? Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a plusieurs centaines de campings qui sont assez bien répartis sur le territoire national. Et comme on le disait en préambule, on est le premier mode d'hébergement touristique. On a un maillage territorial que personne n'a d'autre dans le monde. Aucun pays n'a un maillage territorial aussi fort que la France en camping. Vous avez des campings tourisme handicap dans toutes les régions françaises. Est-ce que c'est perçu comme une contrainte que de voir pour les tenanciers, les propriétaires de camping, que de devoir se rendre accessible, ou est-ce que c'est perçu comme une opportunité de business dont nous parlait justement Nicolas Dupas en disant les personnes handicapées et leurs familles viennent avec leur carte bleue et dépensent? Alors les deux. En réalité, comme je le disais, comme les campings sont vraiment ancrés dans le territoire, ancrés dans la nature, dans des endroits un petit peu compliqués à aménager, puisque on n'est pas en ville, les campings, on est surtout à la campagne, dans des espaces naturels, et vous savez, pour des raisons légitimes, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme nous interdit de faire tout un tas de choses. Donc, par exemple, garantir qu'il y ait des pentes de 5% dans tout le camping, c'est compliqué quand vous êtes en flanc de montagne et puis vous pouvez pas mettre une pelleteuse partout, et d'ailleurs ce serait terrible sur le plan du paysage. Donc c'est compliqué de mettre en accessibilité un camping, mais néanmoins il a fallu le faire et c'était légitime. D'autant plus que c'est notre ADN de le faire, donc au-delà des complexités, il nous semble que c'était vraiment un objectif d'intérêt général. Mais comme le disait Nicolas Dupas, c'est aussi une opportunité d'accueillir tous les publics, outre le fait que c'est une volonté de la profession. Et surtout pour ceux, encore une fois, qui ont affiché la couleur à travers des labels particuliers dont Tourisme et Handicap est le plus remarquable, ça a été effectivement une opportunité de développement de l'activité, de développement de business, disons les choses clairement. Accueillir les handicapés, parce qu'il y a une proportion importante de personnes handicapées en France, tout handicap confondu. Et c'est vrai que, outre l'intérêt général, ça permet en même temps à certaines entreprises de trouver des vecteurs de développement. Et vous pensez que ça va, s'accentuer? Parce qu'en fait, on a quand même des événements qui sont en train d'arriver. On a 2023 sur le mondial du rugby. On va avoir 2024 JOP. Donc là, il y a vraiment une opportunité pour qu'il n'y ait pas que les campings tourisme et handicap qui aient, cette accessibilité un peu universelle, c'est-à-dire qu'ils puissent couvrir l'ensemble en fait des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une émulation? Est-ce que vous également au sein de vos groupements, vous poussez justement à dire attention, il va y avoir ces événements-là, il faut se saisir aussi de cette opportunité en termes de clients pour justement arriver à un moment donné à ce que tout le monde puisse accompagner, accueillir et puis faire le vivre ensemble au sein de ces campings? Tout à fait, parce que au-delà des contraintes réglementaires qui étaient nécessaires sans doute pour arriver à déclencher la mise en accessibilité, même si c'était encore une fois compliqué à mettre en œuvre, on peut toujours faire mieux. Je prenais l'exemple des trois billards tout à l'heure. Un est obligatoirement accessible, mais on peut imaginer que le deuxième, voire le troisième, y soit aussi. Et c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques, et notamment je pense aux Jeux Paralympiques, ça met un focus particulier sur le handicap. Ça montre, parce que c'est extrêmement attrayant ces Jeux paralympiques, ça montre qu'on peut être handicapé et à la fois réussir des défis, se dépasser. Donc ça donne une belle image du handicap et c'est vrai que c'est une occasion sans doute pour la fédération que je représente, qui regroupe 90% de l'activité économique des campings en France, de faire une communication supplémentaire pour encourager encore un peu plus ces campings, d'aller au-delà de ce que leur a imposé la réglementation, mais pour peaufiner encore leur mise en accessibilité de leur propre chef sans la contrainte réglementaire. Et parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'accessibilité sur la mobilité pour les personnes qui sont à mobilité réduite. C'est vrai que ça sera aussi l'opportunité peut-être de faire monter en compétence les campings aussi à l'accueil, quelquefois très simple en fait, de personnes qui ont d'autres difficultés, soit sensorielles, soit cognitives. Et cette accessibilité universelle, je pense qu'en effet, ça peut être une opportunité en définitive de cette montée en compétence qui est encore une fois quelquefois pas si difficile que ça. Non, d'autant plus que vous avez parfaitement raison, on a toujours la tendance naturelle de travailler plutôt sur le handicap moteur, à travers l'installation de rampes, de portes dédiées, et puis de tout un tas de structures qui sont modifiées dans les établissements. Mais c'est vrai que, notamment sur le handicap visuel, sur le handicap auditif, alors cognitif, c'est
ça demande un peu plus de technicité, mais ça peut se travailler aussi et ça nécessite des formations complémentaires. Mais je pense à l'auditif et au visuel, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en œuvre, et pourtant c'est pas celui auquel on pense en premier. Donc ça nécessite vraiment, encore une fois, de sensibiliser et de sensibiliser encore les gestionnaires de façon à ce qu'on se mette des paliers comme objectif. En réalité, il faut être dans une démarche de progrès permanent. Maintenant qu'on a passé le cap le plus contraignant de la mise en accessibilité globale avec les contraintes législatives et réglementaires, maintenant il faut continuer la démarche de progrès pour s'améliorer dans le temps et sans s'arrêter finalement, parce qu'on peut toujours faire mieux en matière d'accessibilité. Nicolas Daillot, on a eu la ministre Sarah El Haïry tout à l'heure en ligne qui nous parlait de ce programme, les ambassadeurs de l'accessibilité, 1000 jeunes en service civique qui sont lâchés dans la nature, formés, nous a-t-elle dit, pour aller aider les structures qui ne savent pas comment faire, les petites structures qui accueillent du public, dont font partie d'ailleurs certains campings, pour les aider donc à mettre en accessibilité leur surface. Est-ce que vous avez prêté une attention à ce programme ou est-ce que vous vous débrouillez vous-même par vos propres moyens pour aider les campings, les convaincre et ainsi de suite ? Alors en toute honnêteté, je n'étais pas au courant de ce programme, mais nous sommes à la disposition de la ministre pour se le faire expliquer et pour sensibiliser les campings, pour le relayer auprès de l'ensemble de nos adhérents de façon à ce qu'on y participe activement. Il n'y a pas de problème, bien au contraire. Nicolas Dupas, vous travaillez avec Nicolas Daillot, on a deux Nicolas là. Oui, tout à fait. On travaille au quotidien. On a parlé d'hôtels, on a parlé de régions, mais on n'a pas parlé de camping tout à l'heure. Oui, on travaille au quotidien avec la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air qui est présidée par Nicolas Daillot. On y travaille sur plusieurs types de secteurs et d'activités, et notamment sur la question du handicap, puisque, comme il a été rappelé tout à l'heure, Tourisme et Handicap, c'est un label qui s'adresse à l'hébergement et notamment à l'hôtellerie de plein air. Donc sur les 4000, on en a un peu plus de 1000, si j'ai bien regardé ma petite fiche, un peu plus de 1000 campings qui sont labellisés Tourisme et Handicap. Donc c'est un travail qui se fait effectivement au quotidien, main dans la main, entre la Fédération de l'hôtellerie de plein air et l'État, le ministère de l'économie, des finances et de la relance. Une dernière question avant de clore cette session, elle s'adresse à vous deux. Je suis propriétaire d'un camping autour du bassin d'Arcachon, mettons. J'ai pas beaucoup d'argent, la Covid est passée, j'ai eu des difficultés, c'est dur de reprendre. J'entends ce message et je veux quand même me mettre en accessibilité. Comment je fais ? À qui je passe un coup de fil, à qui j'envoie un mail et comment j'obtiens une réponse pour m'aider dans cette démarche ? Déjà, il faut appeler son syndicat départemental qui dépend de notre fédération et qui va vous apporter l'ensemble des éléments réglementaires et législatifs pour pouvoir construire le projet de mise en accessibilité et qui va même se déplacer sur place pour vous donner un coup de main concret. Et puis, il y a un certain nombre de collectivités qui donnent des coups de main financiers pour aller plus vite dans la mise en accessibilité et amorcer la pompe. Donc pour toutes ces raisons, n'hésitez pas surtout à vous faire accompagner. Ne restez surtout pas tout seul. Les collègues sont à votre disposition pour vous aider. Donc les syndicats ou les mairies. Vous vouliez ajouter quelque chose, Nicolas Dupin ? Et puis l'État. L'État est à notre disposition aussi parce que je dois dire que les services déconcentrés de l'État sont toujours très ouverts pour apporter des conseils éclairés aux gestionnaires, aux professionnels